J'ai effectivement grandi dans une lignée plutôt de femmes fortes, à commencer par ma propre mère, qui est une femme c'est la femme des années 80, donc qui faisait tout et tout bien, voilà, qui a assuré sur tous les fronts, et elle se plaignait jamais. Et c'est à la fois une fierté d'appartenir à cette lignée, je me sens y appartenir, et en même temps, c'est sûr que c'est une forme de pression, quoi. À la naissance de sa fille Maddy, la vie de Fabienne bascule. Ça y est, elle devient mère. L'ennui, c'est que chacune de ses interactions avec sa fille lui provoque des angoisses et des inquiétudes qui la débordent. Elle culpabilise de ne pas arriver à l'endormir, de l'entendre pleurer. Il lui arrive même de faire des insomnies, obsédée par la pensée qu'elle n'y arrivera pas. Elle a l'impression d'être la pire des mères. Les jours passent et ses angoisses ne diminuent pas. Au contraire, elles s'accentuent. Fabienne fait une dépression post-partum. Comment se manifestent les premiers symptômes ? Comment Fabienne se soigne-t-elle ? Et finalement, comment arrive-t-elle à construire une relation avec sa fille ? Je suis Antoine Alain Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de la Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité. Au moment où on commence à parler d'avoir un enfant, j'ai 29 ans. Ce qui est l'âge auquel ma mère est tombée enceinte de moi. Néanmoins, moi, j'ai pas de désir d'enfant caractérisé à ce moment-là. Il y a vraiment pas d'appel du corps, ce genre de choses qu'on peut entendre parfois. Chez moi, pas du tout. C'est vraiment plutôt de l'ordre de: «OK, j'aurai des enfants un jour», ça me paraît être une évidence. Je suis en couple, installée, j'ai un travail, on s'entend bien, donc c'est évident pour moi, que, le projet d'enfant, entre dans la droite lignée de tout ce parcours, quoi, et je remets pas du tout en question, cela. Et donc à ce moment-là, bien, mon partenaire, lui, commence à ressentir un véritable désir d'enfant, qui lui appartient, et en fait, moi, je décide d'y aller, non pas par, désir propre, mais pour lui faire plaisir, en fait, hein. Concrètement, faut le dire comme ça, donc on se lance. Du point de vue, médical, la grossesse se déroule parfaitement bien. Quelques désagréments en début de grossesse, mais on peut pas parler de gros désagréments, je me considère plutôt chanceuse. On est donc le 21 avril 2016, il est aux environs de 8 heures du matin quand le travail se déclenche, naturellement. J'ai jamais, je pense qu'aucune femme n'a été aussi heureuse que moi de ressentir une contraction de travail. C'est juste la joie. Je suis dans la joie la plus complète à ce moment-là, et je me lance, dans ce travail d'accouchement avec vraiment que de la joie, aucune peur, de l'envie, et j'ai hâte, j'ai hâte de traverser ça. Au moment où la sage-femme me passe le bébé, il se passe rien. C'est pas que je suis triste ou que je suis heureuse, c'est juste un grand vide, quoi. Les premiers jours à la maison, moi, juste ce qu'il faut dire, c'est que j'ai déjà pas du tout envie de quitter la maternité. C'est-à-dire qu'on reste 3 jours à la maternité et j'ai pas du tout envie de partir parce que moi, là-bas, je me sens super protégée, super encadrée. Il y a toujours des gens pour m'indiquer quoi faire et comment faire. Donc encore une fois, moi, j'ai pas du tout envie de partir, mais bon, il y a un moment donné, il faut rentrer chez soi. Donc quand on arrive à la maison, je suis un peu dans un état de panique, je sais pas trop ce que je vais faire, quoi, ça me paraît fou. Ça me paraît fou, en fait, qu'on me laisse, m'occuper de ce bébé. Tout le monde me fait confiance autour et je trouve ça incongru. Il y a vraiment ce sentiment de décalage.
qui m'empêche pas de m'occuper très bien de ma fille. Je m'en occupe, je fais tout ce qui est nécessaire, je l'allaite, l'allaitement se passe physiquement très bien, mais vraiment, tout ça me semble à la fois effrayant, angoissant, incongru et impossible. Et il y a assez rapidement, un sentiment d'angoisse à l'idée que, en fait, c'est permanent, quoi. Le truc va rester comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir revenir en arrière et que maintenant elle est là et que c'est pour toute la vie et que c'est non seulement pour toute la vie, mais chaque minute, chaque seconde. Donc c'est un gouffre. Ma fille a 3 semaines, mon conjoint repart au travail il est arrivé au bout de son congé de paternité. Du coup, il claque la porte, le matin à 8h et il est convenu que ma mère, arrivait quelques heures plus tard et en fait, je m'installe sur le canapé, avec, Maddy et je pleure, en fait, pendant, des heures, sans discontinuer, comme paralysée dans cette, tristesse infinie, et les heures passent. Ma mère arrive, du coup, il est, ouais, en début d'après-midi, je crois qu'il est 13h, quelque chose comme ça, et elle s'attend évidemment à trouver une, jeune maman toute sourire avec un bébé tout mignon et elle tombe sur sa fille en larmes, désespérée. Donc du coup, ben, elle est un peu étonnée, choquée et elle me dit tout de suite: «Bon, bah, je te prends le bébé, va te reposer». Elle a raison d'ailleurs, hein, parce qu'à ce moment-là, je dors plus du tout depuis, genre 48 heures. Donc forcément, au bout d'un moment, ça impacte quand même, le moral et effectivement, mon sommeil commence vraiment à être très dégradé. Du coup, je fais comme elle me dit, je lui confie, Maddy, je m'enferme dans la chambre, et je continue en fait de pleurer, pleurer, pleurer pendant des heures dans mon lit. Je ne dors pas une seule seconde évidemment. Pendant tout le temps que je passe dans la chambre, je pleure beaucoup et des pensées, un peu en boucle commencent vraiment à tourner dans ma tête, qui tournent beaucoup autour de, partir, disparaître, mettre fin à cette situation. Donc en fait, là, je commence vraiment à envisager sérieusement dans mon esprit, la possibilité de partir et de laisser, tout le monde en plan, en fantasmant, sur, les personnes qui disparaissent du jour au lendemain là, qui laissent leur famille. En vrai, j'ai pas l'intention de faire ça vraiment, mais il y a vraiment cette idée, d'arriver à trouver une issue. Pour moi, à ce moment-là, la seule issue envisageable, c'est que moi, je sorte du tableau, quoi. Voilà, donc c'est ces pensées-là qui tournent pendant plusieurs heures, dans ma tête, jusqu'à ce que j'entende la porte claquer, indiquant que mon conjoint rentre du travail. Et donc là, je me décide quand même à sortir de cette chambre. Et là, une véritable crise d'angoisse, commence à ce moment-là, où je commence à toutes les pensées qui me tournaient dans la tête dans la chambre, je les formule à ce moment-là à haute voix, en commençant à dire en boucle: «Mais c'est pas possible, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève, je veux disparaître, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève» et tout ça en boucle, en boucle, en boucle, en commençant à me toucher beaucoup, je me frotte beaucoup les mains, je commence à me gratter beaucoup la tête, à me tirer un peu les cheveux, et la crise d'angoisse monte comme ça et ça commence vraiment à être physiquement impressionnant, pour ma mère et Fabien qui comprennent pas trop, ce qui leur tombe sur le coin du museau à vrai dire et donc ils m'entendent, répéter cette litanie et être de plus en plus agitée. Du coup, voilà, ma mère, voit quand même que ça va pas, hein. Là, elle s'en rend très bien compte, et elle me dit: «Bon, on va chez le médecin. Là, tu as besoin d'aide, tu vas pas rester comme ça, c'est pas possible». En fait, elle cherche même pas à trouver des explications à mon état ou à me dire: «Mais ça va aller, mais c'est normal» ou je sais pas quoi. Non, non, c'est, là, elle voit vraiment qu'on a besoin d'aide. Moi, en tant que personne en crise et eux, en tant qu'accompagnants, là, ils se sentent dépassés donc elle a ce que je juge être le bon réflexe de dire: «Bon, allez, on va chez le médecin».
Et la médecin généraliste qui me voit dans cet état, bon, tout de suite, ne fait pas d'histoire pour me prendre sans rendez-vous et me fait rentrer dans son cabinet, immédiatement. Et je sais pas pourquoi, elle me dit, la médecin: «Mais c'est normal que les bébés pleurent, c'est leur seul moyen de s'exprimer». Et je comprends vraiment pas pourquoi elle me parle de ça, parce que moi, j'ai pas un bébé qui pleure, en fait. Enfin, j'ai un bébé qui pleure très peu, elle est ultra calme et j'ai pas de problème à gérer les pleurs de mon bébé, ça n'a rien à voir. C'est un problème entre moi et moi, donc je sais pas de quoi elle me parle, quoi, et elle est à côté de la plaque complet. Mais n'empêche que ce petit déclic du fait de m'avoir amenée chez un soignant, une soignante en l'occurrence, me permet de percevoir que j'ai besoin d'aide quand même. Mais par contre, on n'est pas chez la bonne soignante, clairement. Donc, je prends conscience de ça à ce moment-là et donc je commence à réclamer à corps et à cri ma sage-femme. Et là, je change de disque et je répète en boucle: «Je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme». Je répète à ça, voilà, à cette, toubib qui continue à me donner ses conseils moisis là. Au bout d'un moment, elle me dit: «Bon, ben, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler votre sage-femme». Et donc là, merveille, elle appelle ma sage-femme devant moi en lui disant, «Écoutez, j'ai, dans mon cabinet votre patiente, et ça va pas du tout, voilà, elle a tel comportement, et elle vous réclame». Donc la sage-femme évidemment, demande à me, parler. Et donc là, voilà, je m'effondre au téléphone en lui disant à quel point je vais pas bien, que c'est trop dur, que j'y arrive pas, et que ça va pas être possible, en fait. Et donc là, elle fait pas de grands discours au téléphone, elle me dit juste, «J'arrive». Du coup, on rentre à la maison et puis, en fait, elle arrive assez rapidement, je crois qu'il est 20h. Et là, en fait, elle s'assoit près de moi, sur le canapé, et là, elle sort son petit questionnaire, son petit test et elle commence à me poser des questions. Et ce test, donc, c'est un test qui s'appelle le test d'Édimbourg et qui permet d'évaluer, la dépression du postpartum avec des questions, qui sont de l'ordre, «Dans les 7 derniers jours, j'ai été heureuse, plus que d'habitude, moins que d'habitude, pas souvent, carrément jamais. J'ai été anxieuse, plus que d'habitude, moins que d'habitude», et cetera, et tout un tas de questions. Enfin, je crois qu'il y en a que 10 en fait, donc c'est assez rapide, avec une échelle quoi, hein, qui cote la dépression ou non. Au fur et à mesure que je réponds, aux questions, je me rends compte, très bien que en fait, je suis en train de répondre, dans le rouge quoi, à toutes les questions, et donc en même temps, je m'effondre, de plus en plus au fur et à mesure des questions en me disant: «Mon Dieu, mais c'est terrible en fait, je vais pas bien du tout en fait». Là, j'en prends conscience à ce moment-là et en même temps un espèce d'espoir, donc c'est vraiment 2 mouvements opposés qui se, passent à ce moment-là à l'intérieur de moi. C'est «Mon Dieu, c'est terrible, je vais très mal» et espoir, il se passe quelque chose parce que, ça existe, ce que je suis en train de vivre, et il y a même un test, qui permet de l'évaluer, et donc ça veut dire que ça existe et que je suis pas toute seule et qu'il va se passer quelque chose et qu'on va pas me laisser comme ça, et voilà. Tout ça me rassure beaucoup. À la fin du test, le résultat est évident, hein, je suis en pleine dépression postpartum, sans surprise. Et là, elle me dit, 2 choses. Elle me dit, «C'est grave, ça va être long», mais elle me dit aussi que, voilà, on va m'aider et que ça va aller et que je vais m'en sortir, quoi. Elle me dit qu'elle va contacter dès le lendemain, l'unité, parents-bébés donc de Marseille, qui est une unité spécialisée. Elle m'explique un peu ce que c'est et elle me dit qu'elle va les contacter dès le lendemain matin et qu'eux m'appelleront, dans la foulée, quoi. En fait, ils me proposent de venir dès le soir, on est reçu par le directeur de l'unité qui s'appelle, Michel Dugnat. La consultation dure quand même un bon moment, hein. Il m'écoute essentiellement, lui dire, que, ben, je me sens incapable de m'occuper de mon bébé, que ça me met dans des états de panique, incroyables, et que si on pouvait en fait, me l'apprendre ou, me trouver une solution, bah, ça m'irait bien, quoi. Donc Michel Dugnat me donne à ce moment-là, un chiffre qui, m'aide beaucoup. Il me dit qu'une femme sur 10,
traverse une dépression du postpartum. Et en fait, pour moi, ça veut simplement dire qu'on est nombreuses et que je suis pas toute seule. Et cette donnée chiffrée, elle me fait du bien. Et c'est comme un petit médicament en soi de me dire qu'on est si nombreuses et que du coup, je suis pas folle, je suis pas un monstre ou une incongruité. Voilà, finalement, ça existe plus souvent qu'on ne le pense et plus souvent qu'on ne le dit. Une prise en charge est proposée qui consiste à venir à l'unité, quelques jours par semaine, à ajuster, au fil du temps, selon les besoins et cetera et l'idée, c'est de venir, en journée, bénéficier de soins, d'un accompagnement de la part des professionnels sur place, être accompagnée finalement dans ma relation à ma fille, pour essayer, de faire diminuer les angoisses et puis de prendre confiance petit à petit, dans cette relation, puis dans ma propre maternité. Donc c'est ce qu'on décide, au début. Assez rapidement, en fait, je me rends compte que ça nous correspond pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond pas parce que déjà, dès que je suis toute seule chez moi, je panique. Donc, que quelques jours par semaine à l'unité, ça me suffit pas parce qu'il reste tous les autres temps où je suis seule chez moi et où en fait, c'est juste intolérable. Donc je passe du coup mes journées à attendre, anxieusement le retour de Fabien du travail, je fais rien, je suis, paralysée. Enfin non, je m'occupe de mon bébé, donc je peux pas dire que je suis paralysée, mais en tout cas, je suis dans l'angoisse permanente, donc ça, c'est pas possible. Les trajets, me stressent aussi beaucoup entre la maison et l'unité. C'est fatigant, c'est l'été, il fait chaud. Donc du coup, on en rediscute, c'est l'avantage de pouvoir, réajuster et finalement, on en conclut que je suis peut-être, trop trop angoissée, pour la prise en charge juste en journée et du coup là, on bascule sur une prise en charge, à temps plein et donc à partir de ce moment-là, je suis, prise en charge à l'unité, du mardi au vendredi, jour et nuit. Voilà, donc 4 jours par semaine, je suis là-bas, 3 jours par semaine, je suis chez moi. Le week-end, évidemment, n'est pas gênant puisque Fabien est là et le lundi, c'est débrouillé pour télétravailler. Je suis jamais seule et c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là, quoi. Alors le moment où c'est le pire pour moi, c'est les moments où, il faut la transférer de son transat, à son lit, à chaque fois systématiquement. Donc du coup, elle s'en dans son transat, je refuse qu'elle y reste, donc il faut la transférer dans son lit et ça veut dire prendre le risque qu'elle se réveille. Parce que, un transfert de bébé est toujours risqué. Il y a toujours un risque que l'enfant se réveille et je peux pas le faire en fait, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que, même si Fabien m'encourage, il me dit: «Mais non, si elle se réveille, c'est pas grave, c'est pas un drame». Bah si, pour moi, c'est un drame en fait, parce que ça veut dire que j'ai échoué et je peux pas échouer, c'est pas possible. Du coup, c'est Fabien qui doit faire tout ça, parce que moi ces actes-là, je peux pas les poser, je peux pas prendre cette responsabilité-là, qui est une toute petite chose, mais qui me plonge dans des abîmes d'angoisse quoi. C'est complètement démesuré. L'hôpital, c'est à ce moment-là, c'est mon cocon, quoi. C'est mon havre de paix. Je suis hyper contente, quand j'y vais le mardi, hyper angoissée quand je repars le vendredi. Voilà, parce que je sais que là-bas, je vais jamais être, seule, que je vais être tout le temps accompagnée, que je vais pouvoir parler, 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 parler. Je me sens bien là-dedans, dans cet environnement très sororal et très collectif, voilà et moi, je me sens hyper en sécurité, en fait, dans cet endroit. À la fois, je me sens chez moi, à la fois, je me sens en sécurité, je me sens jamais jugée, jamais forcée à rien. Donc c'est quand même hyper précieux et hyper rare, faut bien l'avouer, dans la vie, des espaces-temps où on te dit: «Vas-y, fais comme tu le sens, fais ce que tu peux, ne te force à rien». C'est juste, hyper soulageant d'être hors contrainte, et d'être protégée, quoi. Donc moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien.
À ce moment-là, ça commence à aller mieux parce que je me sens validée en fait. Le fait d'avoir des professionnels qui me disent que c'est bien ce que je fais, très très vite en fait ils me disent vous avez aucun problème de relation avec votre fille en fait. Elle va très bien, votre relation va très bien, vous vous en occupez très bien, tout est ajusté. Ce qui m'aide le plus, voilà, c'est vraiment qu'on me confirme dans ma capacité à être mère et à bien faire. En fait, je cherche une assistante maternelle pendant que je suis, à l'unité. Faut avouer que ça m'occupe aussi, donc c'est parfait. Et donc j'ai plusieurs entretiens, mais je trouve rapidement, une personne qui peut prendre, Maddy et elle peut la prendre, dès le 1er septembre. Et moi, j'ai prévu de reprendre le travail un mois plus tard. Et du coup, là, en fait, je perçois une aubaine. Je me dis: «Tiens, je vais avoir une excuse pour reprendre le travail plus tôt». Du coup, cet horizon de reprise du travail, l'horizon de l'assistante maternelle, voilà, ça me libère vachement et je me dis que de toute façon, en fait, la prise en charge de l'unité, va coïncider plus ou moins avec la reprise du travail et finalement, je sens que c'est le bon moment du coup. Et là, on est à peu près mi-août, donc si on se souvient, ma fille, naît en avril et là, on est, mi-août, donc quelques mois plus tard, hein, et j'ai passé quelques semaines à l'unité à temps plein. Voilà, donc je crois que je suis prête à ce moment-là à voler de mes propres ailes, aussi en sachant que je vais pas rester bloquée, encore de longues journées seule, à la maison, quoi. La première fois que je l'amène chez l'assistante maternelle, alors bon, c'est pas vraiment la première fois puisqu'avant il y a des moments d'intégration et cetera où je suis avec Maddy chez l'assistante maternelle. C'est pas je la largue pas comme ça du jour au lendemain. Mais le vrai premier jour où je la laisse pour toute la journée, chez l'assistante maternelle, moi je suis juste, ravie en fait, je suis trop contente et c'est vrai que, on décrit souvent, les expériences de parents, de mères en particulier, pour qui ce moment-là est très difficile, qui pleurent, pour qui c'est, voilà, horrible et tout et je disqualifie pas du tout ce sentiment, hein. C'est tout à fait possible de le vivre comme ça, mais moi, c'est à 10 000 lieues de ce que je ressens. Moi, je suis juste contente, je pars sans me retourner, voilà, un grand sourire et je suis ravie. Je sais qu'elle va passer une bonne journée. Je me dis: «Ah enfin, en fait, chacune a sa vie». Je me sens plus prisonnière, en fait, de cette fusion, de cette relation de dépendance. Pour moi, c'est super fort, en fait, symboliquement, que chacune fasse une journée, séparément, chacune chez soi, enfin, chacune sa vie, quoi. Enfin, pour moi, j'ai pas fait un enfant pour la garder, près de moi, et je suis contente, en fait, de lui offrir sa propre vie. Quelques mois plus tard, Maddy a 16 mois, on est sur la terrasse et elle marche. C'est un jour d'été, il fait beau, je suis dehors avec elle et puis je la filme parce que je la filme beaucoup, comme beaucoup de parents. Je passe un peu mon temps avec le téléphone dégainé, donc je suis en train de la filmer et là, au miracle, elle fait ses premiers pas sous mon objectif donc pour moi, c'est, une immense joie à ce moment-là, qui est vraiment indescriptible. C'est vraiment un des meilleurs moments que j'ai ressentis, dans ma parentalité, ces premiers pas. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très, symbolique qui se passe dans ma tête. C'est la fin pour moi de ma difficulté maternelle, ces premiers pas, en fait. Le fait qu'elle, marche et qu'elle soit en capacité d'aller seule d'un point A à un point B, que j'ai plus besoin de la porter, pour moi, en fait, c'est énorme et je me dis, tout ça en une fraction de seconde évidemment, hein, que, ça y est, notre vie commence, en fait. Il y a un peu un truc de cet ordre-là, de me dire: voilà, c'est plus un bébé», même si elle est encore un peu, mais voilà, elle court vers sa vie. Moi, je suis maintenant là pour, veiller sur sa vie et la protéger, mais c'est sa vie à elle, quoi et je trouve ça tellement merveilleux, tellement magnifique et
ces joies-là, en fait, elles symbolisent mon style de maternité, quoi, en fait. Et pour moi, c'est des grandes joies. La maternité qu'on m'a présentée n'est clairement pas conforme à ce que j'ai vécu, vu que, évidemment, j'ai rien vécu, tel que décrit, par les magazines, hein, donc il y a cette idée d'instinct maternel qui reste quand même, assez présente, même si heureusement ça tend à changer et que, on remet de plus en plus en question, cette idée d'instinct maternel. Ça reste quand même très ancré, au point que chacune, s'imagine qu'elle va le ressentir et c'est quand même, violent quoi de se sentir incapable parce qu'on ne ressent pas, cette forme d'instinct, d'avoir l'impression qu'on est un peu anormal, contre nature même, hein. Voilà, c'est des choses que j'ai pu penser, alors qu'évidemment il n'en est rien. Je rejoins l'association Maman Blues, m'a dit il y a peut-être 6 mois, donc tout de suite après la fin de ma prise en charge, hein, finalement, c'est assez rapide parce que je ressens, le besoin en fait de parler de ma propre histoire, de la partager avec d'autres pour que d'autres puissent, s'en servir, pour aller mieux quoi. J'ai un besoin de rendre un peu de l'aide qui m'a été donnée aussi parce que moi je sais ma chance d'avoir été prise en charge de cette manière-là, avec des professionnels formés, spécialisés, bienveillants et cetera. Je sais que c'est pas du tout le cas de plein de femmes, donc j'ai très envie de rendre ce soutien-là qui m'a été donné. Je sais aussi maintenant, que chez certaines femmes, ce désespoir-là, il peut être fatal et que parfois le suicide est est la seule voie de la libération. Donc ces choses-là me donnent envie, de m'engager, pour, partager mon histoire, aider les autres, et faire peut-être avancer, la cause la cause, peut-être en tout cas contribuer à lever un peu le tabou quoi, sur la difficulté maternelle puisque finalement c'est pas si rare. Dans le cadre de Maman Blues, du coup, je participe, régulièrement à des groupes de parole que j'anime, et dans ce cadre-là, en fait, j'ai eu la plus belle des récompenses puisqu'une femme est venue à un de ces groupes de parole où il y avait 3 mamans et 2 animatrices, dont moi et suite à ce groupe, cette, femme m'a envoyé un mail, pour me dire tout simplement que je lui avais sauvé la vie. Et ça, pour moi, évidemment, une démonstration énorme de gratitude et évidemment le sentiment, d'être utile dans cette action, avec Maman Blues. Parce que si on peut permettre, juste à une seule femme d'aller mieux, à une seule femme de se sentir, sauvée, là, en l'occurrence, puisque c'était les termes de cette personne, évidemment, c'est une victoire, quoi. Et il faudrait pouvoir donner, à toutes, et tous d'ailleurs, parce que même les pères, je pense, ont besoin de parler, cette écoute-là, sincère et bienveillante. Vous venez d'entendre Fabienne nous raconter sa dépression postpartum à mon micro. Mathieu Gagné a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. La musique a été composée par Jean Thévenin. Je tiens à remercier l'association Maman Blues pour leur aide sur le sujet des difficultés maternelles. Parenthèse est un podcast proposé par la Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. À très vite pour de nouvelles histoires.